Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Qui s'inscrit dans la série d'activités que vous avez déjà commencé, nous avons commencé ensemble avec des partenaires de première main. Je vous aide pour nous. En tant qu'administrateur de plateforme WhatsApp, mais tout d'abord en tant que communicateur. Au fond, c'est de ça qu'il s'agit. WhatsApp, ce n'est que le support, si vous voulez, que vous utilisez la technologie de la CSA. Et les thématiques que nous développons, au-delà des aspects théoriques qui sont importants, les supports juridiques qui sont importants, il faut surtout apporter une approche pragmatique et concrète du sujet. Mais il faut garder quand même à l'esprit, non seulement le cadre juridique dans lequel on avance, les définitions qui ont été données par les collègues aujourd'hui tout à l'heure, et des risques de fait, des risques juridiques qui sont liés à cette activité. Vous savez, en fait, auditoire là-dessus, que quand ces plateformes ont commencé, quelques gens s'amusaient à dire, oh, on se moquait des gens disant, mais là, monsieur, son CV, qu'il est administrateur, les plateformes WhatsApp, et ça, c'était l'objet de volage. En considérant que c'était quelque chose qui était finalement de l'ordre de l'amusement, et que ça ne pouvait pas représenter, si vous voulez, une vraie responsabilité valorisable dans la société. Donc, on se rend compte qu'au-delà de la valorisation professionnelle, c'est une vraie responsabilité. Quand vous avez 250, 300 personnes sur une plateforme, que vous ne connaissez que par leur numéro de téléphone, que vous ne connaissez pas les gens, qui échangent, et de temps en temps, je regarde sur vos plateformes, beaucoup se plaignent, mais silencieux, mais qui n'ont des appels jamais, et qui suivent quand même tous les débats. Vous savez pas qui est qui. Vous ne pouvez pas savoir le nom de 250 personnes que vous avez sur votre plateforme. Et vous portez 250 personnes sur votre tête, et quand vous dédoublez la plateforme, parfois vous montez jusqu'à 500, parce que maintenant les gens font what et tout, et puis derrière. Donc, vous devez mesurer l'ampleur de ce que ça représente pour vous en termes de prise de risque et de danger. D'abord pour votre personne, pour votre famille, pour ceux qui sont inscrits sur votre plateforme, et puis pour le projet pour toute la nation. Je vous donne quelques exemples là-dessus. Je vraiment avec l'indulgence de M. le ministre, prendre quelques minutes en plus du temps de communication que le directeur m'a déjà donné. Mais ma présentation sera, mon intervention sera plus factuelle. Il y a des questions de responsabilité, le ministre en parlera tout à l'heure. Je voudrais, sur deux points qui sont le cœur de ce qu'il a dit. Sur l'activité humaine, je passerai très rapidement, il a dit l'essentiel là-dessus. L'activité humaine, au-delà de la définition, c'est tout ce qui concerne véritablement le respect de l'image, du nom, de la considération même de nos personnes. Sur les plateformes, vous avez beaucoup de commentaires. Ils sont parfois désagréables, ils sont agréables. On balance sans filtre sur des images, que ce soit sur les questions liées à la sexualité. On a vécu il y a un ou 2 ans encore, avec des images des enfants qui sont restés ailleurs. On a vu qu'avec l'histoire malheureuse du préfet, l'ancien préfet, dont les images ont circulé sur les sites. Et il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Quels sont les droits de recours disponibles pour ces personnes d'attaquer les plateformes qui les ont jugées, même si ce n'est pas leur propre erreur? On parlera de ces personnes. Est-ce que le préfet et son épouse auraient pu s'attaquer? C'est vrai, par inadvertance, Madame la ministre, est-ce qu'ils avaient demandé la rediffusion, la transmission, le transfert sur d'autres plateformes, etc. Qui sont les personnes qu'on peut poursuivre dans ce cas?
Mais on sait aujourd'hui qu'il y a une vraie atteinte et que cette dame, par exemple, si je prends la dame du préfet, elle a eu un choc psychologique. Donc, ce n'est pas anodin. Si vous le prenez sur des faits qui ont suscité qui nous ont aidé à avoir cette réflexion de faire ce partage, prenons sur l'image des cadavres que nous avons connus et de nos victimes pendant les années. Quand vous prenez cette image, les familles ont. C'est pas quelqu'un qui s'est pendu volontairement, c'est pas quelqu'un qui s'est laissé aller. Vous me pardonnez si je crois qu'il faut qu'on utilise un peu de beaucoup pour se dire les choses pour mesurer réellement ce qu'on. Est-ce que ces victimes auraient pu, ou leurs familles qui ont été choquées, auraient pu réagir? Oui. Elles peuvent le faire de diverses manières. Mais je rappelle toujours que si on a plus d'attaque sur l'emprise physique, sur la personne des journalistes ou des communicateurs dans notre pays, le danger reste. La vengeance privée, elle existe. Donc, il peut y avoir des gens qui considèrent que faire un processus judiciaire pour aller se faire justice en justice, c'est trop long, trop complexe, trop coûteux, et qui connaissent le gestionnaire de la plateforme et vont décider de régler les comptes. Donc, il y a aussi un engagement personnel, un danger qui vous entoure, compte tenu des frustrations que ça peut créer. Donc, il est important vraiment de s'expliquer ces choses-là, de faire un vrai tour. La dignité n'est pas n'importe quoi. Les morts, vous savez, dans notre législation, nous avons une législation sur le respect du haut. Et vous noterez que même si les corbillards en ville ne sont pas des véhicules prioritaires, on leur donne moralement une priorité. Et dans le règlement militaire, par exemple, vous verrez que des policiers et des militaires se mettent toujours vers la voie lorsqu'un cadavre passe. On a le temps d'échapper dans la circulation, mais regardez bien, ils le font pas de façon standard, mais j'ai une répression. C'est une obligation militaire que devant un corps inerte qui traverse, on passe de respect du gouvernement. Donc si même juste pour le règlement militaire, tout corps qui passe avec un corps dedans identifiable doit donner un respect à ce corps, évidemment, sur notre plateforme, on ne peut pas canaliser la mort et canaliser les images qui sont liées aux autres. Regardez sur les médias internationaux, les médias étrangers européens, vous verrez que chaque fois qu'il y a un attentat, un fait d'un terroriste il ne montre jamais les traces de sang clairement, et les visages des victimes sont toujours au minimum floutés. Au minimum. Sinon, après, on vous en parle, on vous montre les dégâts matériels, on vous montre des traces de sang, et on vous annonce quelle est les victimes. Mais rarement, on vous montre des corps qui sont touchés. Lorsqu'ils diffusent ces corps visibles, vous verrez que l'actualité ne les concerne pas. Ou alors, elle n'est pas diffusée sur leurs médias ou n'est pas accessible à leur public. Elle est transférée à l'extérieur. Et là, on relève d'une autre opération qui se fait, c'est une opération d'influence et d'ingérence. Et ça, on n'en parle pas dans la deuxième partie. Donc, il faut que vous soyez conscient de ces éléments. Troisième point, vous manipulez tellement le public que vous êtes forcément un sujet d'attraction pour toute personne qui a envie de manipuler le public. Absolument. À vous seul, si je vous touche, je sais que j'ai 250 personnes qui sont dans l'instant touchées par la même information. Donc, vous n'êtes pas neutre. Vous n'êtes pas anodin. Vous ne pouvez pas circuler en disant, moi, j'ai une plateforme WhatsApp et puis c'est tout. Votre psychologie, votre écoute, votre sensibilité aux choses sont l'objet d'études et d'attention par tous les aspects. Il n'y a aucun gestionnaire ou administrateur de plateforme WhatsApp qui soit anodin, qui soit n'importe quoi. Ça, je pense que si vous n'avez pas conscience de cette importance, il faut vraiment l'intégrer. Vous ferez l'objet de manipulation, de tentatives de récupération d'une manière ou d'une autre et par tous les acteurs. Quand vous comparez avec la revendication de l'attentat qui a été faite, c'est quasiment la seule qui a été faite à ce jour, vous vous rendez compte que le bilan qu'ils décrivent dans leur revendication, c'est la reprise intégrale des informations publiées en termes de blanchiment. Et qui a été relayé par divers canaux, notamment sur les plateformes WhatsApp, dont certains ont commencé déjà à le diffuser avant. Ça veut dire qu'en fait, ces gens n'ont pas de comptable chez nous pour savoir combien de morts nous avons eu. Mais ils ont récupéré une information qui était entrée dans le domaine public, donc qui est open source, et ils ont transformé comme leur bilan de guerre. En disant, voilà, nous leur avons tué 8 gars, nous leur avons emporté ça, nous avons détruit tel nombre de véhicules. En opération, ils n'ont pas le temps de compter le nombre de véhicules. Mais ils ont récupéré l'info parce qu'elle est devenue open source. Elle est ouverte.
C'est une information de source ouverte qui est disponible sur les plateformes. Il suffit qu'ils la voient, puis la récupèrent, ils mettent dans leur propre communiqué. À partir de ce moment, ils se glorifient, eux, d'avoir attaqué. À l'inverse, nous n'avions pas donné initialement de bilan sur les attaques que nous avons eues contre eux. Puisque, effectivement, de la même façon, puisque nous sommes en opération, nous ne comptons pas les morts qui tombent. Ce n'est pas dans un jeu de guerre où vous pouvez compter les pions qui tombent. Nous, ils font du renseignement ultérieurement pour savoir, puisqu'ils apportent leur cadavre, pour aller savoir sur le coup combien d'entraînements ont eu lieu, de quelle manière sont estimés. C'est pour ça que vous verrez par exemple que le ministre de la Sécurité a donné une estimation, non un chiffre exact, compte tenu de retour d'informations que nous avons. Et vous comprendrez pourquoi, pour la suite, nous avons décidé que sur les bilans, on évitait de les donner. Parce que pour eux, ça a deux effets psychologiques. Le premier effet psychologique, ils renforcent leur troupe en disant ouais, nous sommes en train de gagner cette guerre-là. Puisque nous les avons frappés, ils ont des victimes. Deuxième effet psychologique, c'est de dire aux troupes togolaises, ouais, nous prenons le dessus sur vous. Donc, une atteinte au moral de nos troupes. Ça, c'est de la guerre psychologique qui atteint au moral de nos troupes, à la diffusion de l'information. Pour la faire repasser, il apprend le passer sur les plateformes WhatsApp, puisque c'est le moyen le plus facile d'accéder aux gens. Et donc, tout le monde lit ce bilan, tout le monde fait. Vous avez entendu les derniers commentaires récents, où certains même sont allés, et des hommes politiques de notre pays, jusqu'à douter des moyens mis à la disposition des forces armées togolaises, de l'adaptation des forces armées togolaises à la guerre non conventionnelle, asymétrique que nous avons, de l'adéquation entre les moyens disponibles, la technologie disponible et les moyens d'intervention des autres. Mais tous ces gens qui se sont exprimés sont-ils allés sur le terrain? Savent-ils aujourd'hui de quels moyens physiques disposent les forces armées togolaises? Non. Mais ils se sont exprimés à partir de commentaires des uns et des autres, entendus, suivis sur divers supports médias, dont des plateformes WhatsApp. Ils ont fait leur conviction sur l'état de nos troupes, leur technicité, leur professionnalisme, les moyens dont ils disposent à partir de ces territoires. Donc vous voyez que la circulation de l'information sur une plateforme n'est pas anodine. Elle détermine, y compris des hommes politiques ici, qui ont demandé de revoir l'armée, etc., de revoir comment c'est vrai, nos armées classiquement n'ont pas été formées pour faire face au terrorisme, mais elles s'ajustent au terrorisme depuis un moment, depuis longtemps. Ça, c'est le premier exemple. L'utilisation de l'information pour renforcer ses propres troupes ou pour détruire le moral de tous les adversaires, mais en les prenant toujours sur des supports open source. Deuxième exemple, c'est l'histoire de Magba, avec les jeux que nous avons eus. Et là, vous ferez attention au vocabulaire. J'ai été contesté en disant que sur une plateforme chez Canal là-bas, j'avais dit qu'un journaliste avait utilisé le mot bavure et j'étais revenu dessus en disant c'est pas une bavure, c'est une erreur. Demande de moi, s'il vous plaît, mes chers amis, contestez-moi si vous voulez sur beaucoup de choses. Quand je fais des rectifications sémantiques, prenez le temps de savoir pourquoi il a dit. Nous sommes dans cette opération et c'est pour ça que vraiment je vais remercier le ministre de nous donner l'opportunité d'échanger avec vous sur ces questions. Le vocabulaire est fondamental. Il est fondamental. Les mots ne sont pas, vraiment, on ne peut pas les utiliser parce qu'on les a piqués. Alors quelqu'un allait de sortir, je pense que c'est un des journaux là, la définition de bavure dans le Larousse, dans l'Européen. Mais seulement il n'a pas bien vu. Même dans le Larousse, moi j'ai donné une définition, je dis que dans le Larousse, il n'a pas vu. Il y avait une nuance. Deux mots étaient utilisés pour définir la bavure. Erreur et faute. La nuance entre l'erreur et la faute se trouve où? Quelle est la différence entre l'erreur et la faute? Si vous allez chercher la différence entre l'erreur et la faute, alors vous comprenez que ceux qui veulent multiplier, ceux qui l'ont fait sans s'en rendre compte, utiliser le mot bavure ont une intention précise. C'est laisser des marqueurs. Dans le communiqué des FAT a utilisé le mot erreur. Qui sait pourquoi ils ont utilisé le mot erreur? Ils ont présenté des excuses à la nation. Et l'État fait ce qu'il fallait, et continue à faire ce qu'il faut pour accompagner les victimes. Mais ce qui est important, ce n'est pas cette dimension des choses. C'est le deuxième incident. D'abord, le premier incident, on sait que des victimes de Magba sont des jeunes entre 14 et 24 ou 30 ans à peu près. Ce ne sont pas des enfants. Mais tout le monde dit que des forces armées togolaises ont frappé des enfants. Pas des jeunes, des enfants. Premier étape, on peut dire l'erreur de vocabulaire. Deuxième étape, une deuxième erreur sont produites du côté du Burkina. Vous vous rappelez cette histoire? Où des femmes et des enfants étaient frappés dans un village, c'est le village de Et on a attribué d'abord cette seconde erreur à l'armée togolaise en utilisant l'armée togolaise frappe en territoire burkinabé et fait des victimes parmi des enfants et des femmes. On n'a pas écouté les hommes.
Quelle est la conséquence qu'on veut tirer de ces deux? Bien avant que les Burkinabés viennent rectifier l'information. C'est venu d'abord traduire. C'est de démontrer simplement que finalement, les militaires togolais ont des jugements que les mecs ne maîtrisent pas. Et qui peuvent passer à travers des enfants et des femmes. Deuxième temps, c'est de démontrer que finalement, pourquoi le mot enfant, pourquoi le mot femme? C'est la vulnérabilité. C'est de démontrer simplement que nos forces de défense et de sécurité n'ont aucune considération de la personne humaine et qu'elles frappent aveuglément toutes les personnes, y compris vulnérables. Or, j'ai dit dès le départ que pour ce qui concernait ma base, ce n'était pas des enfants, c'était des jeunes. Pour ce qui concerne le côté du Burkina, bien évidemment, les forces burkinabées ont considéré dans ce village-là qu'il y avait des terroristes hommes, des terroristes femmes. Et nous savons que les femmes sont engagées, y compris dans les dernières attaques où il n'y avait pas tardé, des femmes étaient dans le groupe qui ont attaqué les Togolais. Donc si demain on vous dit qu'on a tué une femme en opération, la question doit passer pourquoi une femme? Elle est vulnérable à un terroriste. Les femmes qui s'explosent de par le monde mettent aujourd'hui des bombes sur les blocages. Celle qui s'est explosée en 2015 au commissariat de N'Djamena, c'était une femme. J'étais à ce moment-là, en N'Djamena, quand ça s'est passé. Donc faites extrêmement attention, parce que c'est une nuance joue. Quel est le message que ça envoie à l'opinion nationale et internationale? L'opinion nationale, vous n'êtes pas en sécurité avec vos soldats. Parce qu'ils tirent sur tout ce qui bouge. Donc, vous dissociez le support national qui doit venir naturellement à une armée en opération. Puisque les gens se disent, ben, nous ne pouvons pas abrir ça, puisqu'ils tirent de façon indifférente. C'est pour ça que nous avons joué la carte de la transparence dès le départ en disant, si nous commettons des erreurs en opération, nous les utilisons tel qu'il faut le faire. Et c'est pour ça que les Phyto-Malba, les forces armées se sont espérées avant que nous n'intervenions. Après, nous avons laissé passer le communiqué des forces de défense avant l'intervention du gouvernement. Deuxième point, dans cette opération, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut simplement dire aussi que non seulement les forces armées togolaises ne font pas la différence entre les enfants et les femmes dans leur combat, mais ça veut dire aussi qu'ils peuvent intervenir en territoire étranger sans autorisation. Donc, susciter la réaction du Burkina s'il n'était pas au courant que ça venait de nous. Et puis, troisième, c'est l'opinion internationale qui considère que finalement, dans cette lutte-là, vous avez vu quelques organisations sorties sur le sujet, on fait plus de cas pour le respect des droits de l'homme. Mais il y a une autre dimension derrière, qui est une dimension commerciale. Ceux qui lancent cette affaire considèrent que la source d'approvisionnement de l'armement n'est pas fiable. Et que nous utilisons un armement qui est fourni par des puissances, chez qui nous n'aurions peut-être pas dû acheter, parce qu'il y avait de meilleurs commerçants pour cela. En gros, vous avez une guerre commerciale derrière. Est-ce que, et vous avez vu comment ils sont sortis, par exemple, le Bayakar TB2 là, qui l'a envoyé pour la première fois, qui s'est demandé ici où est-ce que c'est venu la première fois que moi j'ai copié, et c'est venu sur ma plateforme. Et nous avons tous repris, ils utilisent du matériel turc. Mais pourquoi on met le matériel turc? Est-ce que l'armement du gouvernement togolais ou des forces armées togolaises n'est que composé d'armement turc? Pourquoi ne pas faire des armements des autres pays que nous achetons? Donc, il y a peut-être derrière cette opération une guerre commerciale. On veut décrédibiliser un matériel qui est acquis et qui devient aujourd'hui le gros sang parce qu'il est moins cher, il est efficace, etc. Vers lesquels, et on dit, c'est là qu'il a appliqué récemment, je donne sa source, on dit que le Togo, le Niger se sont proposés, que maintenant le Bénin s'y est mis. Yes. Ça veut dire derrière quoi? Que nous délaissons un marché classique, pourquoi on considère comme étant devant être notre marché naturel, pour aller acheter l'armement sur un nouveau marché. Et donc il y a une guerre commerciale qui s'inscrit derrière cette opération. Mais derrière l'opération va être relayée, la même information va être relayée abondamment. Cette fois-ci par les forces que nous combattons, les terroristes eux-mêmes, qui eux vont récupérer l'information pour porter atteinte au moral de notre groupe. On dit, vous voyez, vous le gars là, vous tirez sur les femmes et les enfants des autres. Regardez tout le monde crie sur vous là, vous ne valez rien. Quel est l'état du jeune militaire qui est sous ordre dans une opération, dans une chaîne de commandement?
et qui perçoit cette info, comment elle le détermine. Y compris, et vous allez certainement entendre ça, comment vous l'appelez abondamment. Et ça, on se prépare à cela. On va vous rappeler abondamment la question de la baïonnette intelligente. En disant, l'ordre du supérieur reçu en opération de vous désengagement de votre responsabilité. Quand ce discours va commencer, vous verrez alors une opération de désorganisation de notre qui va intervenir. C'est-à-dire qu'en gros, les gens vont vouloir injecter dans la tête du militaire en opération que attention, il faut prendre le temps de réfléchir à ce que ton commandant te dit, parce que si demain tu as pris là, on va dire que tu as défendu des enfants, il faut faire attention à ça. Si vous commencez à mettre ça dans la tête de personnes qui sont en opération, alors il y a un problème. Mais nos adversaires vont l'utiliser, ça certainement. Est-ce que nos plateformes, nous sommes d'accord de les laisser être les supports ou les vecteurs de tous ces mécanismes d'influence, de contre-influence, d'action commerciale, de propagande sur l'esprit de nos forces, alors que ce sont nous-mêmes, les Togolais, qui sommes en combat, nous sommes en guerre, pour dire le terme clair, contre des adversaires dont certains disent aujourd'hui qu'ils sont supportés, y compris par des puissances étrangères officielles, contre nous. Et d'autres disent qu'ils agissent d'une manière autonome. Mais vous vous demandez des gars qui sont dans le désert, moi j'ai vu des blindés de Boko Haram dans la bouche au nord du Cameroun et du Nigeria, et vous vous demandez comment le blindé est arrivé là-bas. Les armes qu'ils utilisent, comment est-ce que ces armes sont arrivées? Les pick-up, ils les achètent quelque part, ils les payent, ils les transportent, ils mettent du carburant, ils les matriculent quelque part. On se demande aujourd'hui comment, par exemple, l'État islamique en Syrie paye des allocations sociales à des familles, finance les hôpitaux, alors que c'est un monde terroriste. Ça veut dire qu'ils interagissent quand même avec le monde, et le monde officiel, et pas seulement le monde terroriste. Donc, nous sommes dans une nébuleuse sur laquelle vous vous rendez compte que finalement vous êtes les acteurs involontaires d'un système de communication qui peut régler un certain nombre de comptes. Et je vais donner un dernier exemple là-dessus avant de laisser la parole à mon collègue. C'est l'effet Pegasus. L'effet Pegasus. On a beaucoup parlé de Pegasus. Et beaucoup ne se sont pas interrogés comment cette info est arrivée. Pourquoi elle est arrivée? Sur tous les pays dont on parle, on se rend compte qu'on parle d'un pays comme le Togo, nous prenons notre exemple. Et les gens se demandent, mais sur tous les pays au monde qui travaillent avec NSO, le fournisseur de Pegasus, pourquoi le Togo? Quel est l'intérêt de celui qui a publié sur le Togo de parler du Togo, de ne pas parler d'un pays voisin de notre pays? Ce n'est pas tout le contenu qui est important dans cette affaire. C'est d'abord la question pourquoi? Quels sont les buts poursuivis? Est-ce que c'est la défense idéale des droits de l'homme au Togo, de la confidentialité de la vie des écoles et du secret de la communication? Donc nous avons des défenseurs qui sont vraiment des gens engagés dans un combat pour le bien du monde entier. Ou alors, est-ce qu'il y a une opération derrière? Qu'est-ce que Pegasus? Est-ce que NSO israélien est le seul fournisseur de logiciels de cette nature au monde? Pourquoi on ne veut pas les autres logiciels que des gouvernements acquièrent aussi dans leur combat? Donc, si vous répondez à ces questions, alors peut-être que l'analyse change. Mais les opérations dont on parle de Pegasus sont passées en 2017-2018. Et pas actuellement. Mais quand tout le monde en parle, on en parle au présent de l'indicatif. Et si vous remontez la source un peu comme un temps qui remonte vers la source, vous vous demandez, mais chez nous, des journaux locaux ont publié ça en visant deux journaux importants qui sont The Guardian et Le Monde. The Guardian anglais et Le Monde français. Mais le même rapport évoque aussi que la France et l'Angleterre aussi ont acquis Pegasus. Pourquoi n'en parle pas de leur pays, mais il parle du Togo? Pour remonter la source jusqu'au rapport en question qui est disponible sur Internet, et je vous invite à aller le lire. Rapport du laboratoire canadien. Et vous vous rendez compte quand vous lisez qu'on n'a jamais dit, le laboratoire n'a jamais dit que Pegasus a été utilisé par le gouvernement togolais contre ses opposants. À quel moment on a fonctionné en téléphone arabe? Ou quand je dis à l'oreille de mon voisin pour qu'il le mette à l'autre, l'information finit par le gouvernement togolais est en train de fliquer ses opposants par un logiciel appelé Pegasus. Le rapport dit à peu près ceci. Des signaux de Pegasus ont été détectés au-dessus du Togo. Je vous invite à le lire. Au-dessus du Togo.
Voilà ce que dit le rapport de ce laboratoire. Dans le transfert d'informations, c'est devenu. Des signaux de Pegasus ont été détectés sur le Togo. Le Togo est un pays qui est en relation relative avec les droits de l'homme. Des numéros d'opposants de la société civile, de leaders de la société civile ont été détectés dans les lots de numéros de téléphone qui ont fait l'objet d'études. Attention, pas de flicage, d'études par ce laboratoire. Troisième temps de l'information, quelqu'un a vu les trois dimensions de l'information pour dire le logiciel Pegasus a été utilisé par le gouvernement togolais. Des numéros de journalistes togolais sont identifiés dans le lot. Et puis, derrière l'état de l'information, le gouvernement togolais a utilisé Pegasus contre ses opposants. Les numéros de téléphone ont été détectés par le logiciel de la laboratoire. Vous voyez l'évolution de l'information entre ce que le laboratoire a dit et ce qui est la réalité qui circule aujourd'hui. Mais tout le monde impute, c'est derrière l'information à ce que le laboratoire aurait dit. Si demain il y a une action pénale qui est montée ou une action qui est montée judiciairement, alors ici on va dire, mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'ils ont dit. Quand on a regardé ce qu'ils ont dit, on va dire, ils n'ont pas dit tout à fait ça. Et quand on a remonté plus loin, on va se rendre compte qu'ils n'ont pas dit du tout ça. Donc la transformation de l'information joue certes sur le principe du téléphone arabe, mais il joue aussi sur la manipulation, c'est-à-dire la superposition des mots qui font que l'opérateur final associe trois phrases qui en réalité au départ étaient une phrase, puis deux, puis trois phrases distinctes, et à la fin devient une seule phrase, mais qui donne un sens complètement différent. La question c'est, pourquoi évoque-t-on ça aujourd'hui? Le premier que j'ai évoqué sur les drones. Qu'est-ce qu'il y a pour l'opération commerciale venir? Pourquoi on ne parle pas des autres logiciels et on ne parle que de celui-là? Deuxième cas, on se rend compte que la période dont on parle, c'est la période où les sont rentrés en bourse. Et qu'il y avait des acquisitions, des opérations d'OPA qui étaient lancées sur le capital de l'NSO. Est-ce qu'il y a derrière une opération de récupération d'une société? Nous ne savons pas. Troisième temps, le Togo, on l'a tué un peu avant le tribunal international américain, et puis ils sont restés concentrés sur les rapports entre le Maroc et la France. Mais avant ça, si vous vous rappelez, dans la presse Snowden, Snowden a fait les États-Unis fliquer le chancelier allemand. Il n'a pas créé plus d'émotions dans le monde que Pegasus sur les Israéliens. Donc, personne ne s'est demandé est-ce que le Togo l'a acheté? Est-ce que c'est un tir ami ou un tir ennemi sur le Togo? Est-ce que ce sont des étrangers qui ont fliqué des gens Togo? Ou est-ce que ce sont des Togolais qui ont fliqué des Togolais? Je rappelle que si vous lisez le rapport du laboratoire canadien, il utilise la même phrase pour le Togo que sur les États-Unis. Il dit que des signaux de Pegasus ont été détectés au-dessus des États-Unis, mais qu'on conclut que c'est probablement un tir ennemi qui doit venir de la Russie. Alors quand on le détecte aux États-Unis, c'est un tir ennemi. Quand on le détecte au-dessus du Togo, c'est forcément un tir. Pourquoi? Le rapport de 2017-2018, il était que le Lucien Sobé, Afrique, Israël. Nous savions que le Mossad était à Lomé pour préparer la sécurité du Premier ministre israélien. Est-ce qu'ils ont utilisé cela? Est-ce qu'ils ne l'ont pas utilisé? Est-ce que c'est un tir ennemi pour quelqu'un qui a utilisé sur le Togo? Vous voyez, il y a une série de questionnements sur lesquels, quand on n'a pas de réponse, tirer immédiatement des conclusions avec une affirmation peut entraîner une mise en responsabilité de celui qui le laisse prospérer sur son site sans avoir fait la vérification. Je pense qu'il est important, pour conclure là-dessus, que le rôle de l'administrateur ne peut plus simplement être donner la parole, retirer la parole, parfois siffler un petit penalty pour ceux qui débordent un petit peu, et puis simplement ajouter des numéros sur sa plateforme et faire en sorte que ça soit animé. Je crois qu'il doit y avoir un vrai rôle de régulateur sur sa plateforme. Ça doit dire un travail de veille constante pour parfois blacklister des informations qui porteraient atteinte à la sécurité nationale. Des informations qui pourraient le mettre lui-même en difficulté éventuellement s'il y avait, parce que les gens sont exprimés librement, mais il y a une mise en responsabilité individuelle. Et puis troisièmement, c'est l'effort d'identifier tous les numéros qui s'inscrivent sur votre plateforme. Vous devez pouvoir répondre de chacune des personnes qui sont sur une plateforme. Les liens qui permettent de s'ajouter, soit si c'est une plateforme vraiment
où on raconte que des blagues. Encore une fois, ça va. Mais quand c'est une personne qui se veut un vrai débat citoyen sur des questions politiques, des questions internationales, des questions sociales, des questions militaires, des questions financières, etc., il sait que le rôle de l'administrateur doit devenir beaucoup plus important que la simple animation, la simple construction, ainsi que la simple offre d'un espace public de discours, de dialogue, de contradiction non régulé. Et vraiment vous encourager dans ce rôle et la conscience que vous devez avoir de votre responsabilité personnelle, de l'engagement que vous avez aussi, et du fait que vous êtes aussi aujourd'hui un élément clé du système de sécurité nationale. Est-ce que nous avons les dispositifs techniques nécessaires pour pouvoir faire ce contrôle? Bien évidemment, le avons. Mais non, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais je ne le dis pas non plus pour donner le sentiment que, encore une fois, l'effet Pegasus, vous serez filtré, vous serez surveillé. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une guerre dans laquelle la psychologie joue, l'influence joue, les intérêts nationaux jouent, les intérêts internationaux jouent. Et la guerre a un objectif fondamental. C'est toujours de vendre de l'armement. Ne l'oubliez jamais. Ce n'est pas qu'on achète, qu'on vend. On ne fait pas un jus. C'est les jus que vous vendez aujourd'hui, vous mettez tout le monde en pas tout le temps. Mais l'armement est utilisé que lorsqu'il y a besoin de l'utiliser. Et que parfois, il peut être nécessaire de créer les conditions pour qu'on consomme le stock d'armement existant de sorte à pouvoir faire tourner l'industrie de l'armement. Et à partir de ce moment, les questions commerciales deviennent un élément fondamental et de l'origine de la guerre, et de la conduite de la guerre, et même de sa fin. Mais dans cette dimension aujourd'hui, vraiment les plateformes, les supports de communication, et les plateformes plus que les supports traditionnels de communication, que sont les médias audiovisuels, etc., qui sont véhiculés, qui sont dans des process bien établis, les plateformes sont dans un espace de liberté absolue, qui engage la responsabilité absolue. Je voudrais simplement sur ce mot laisser la parole à mon collègue. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.